à notre orchestre qui jouait en double pour nous accueillir aujourd'hui. C'est aujourd'hui notre troisième session des tables rondes virtuelles. Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. À l'école branchée, on croit que les enjeux à l'ère du numérique sont d'abord humains, sont aussi relationnels. C'est la raison pour laquelle, pardon, on organise ces occasions-là de se parler puis de réfléchir pour mieux avancer ensemble. Cette année, j'ai entendu le besoin de vous alimenter sur quatre grands enjeux qui sont partagés partout dans le réseau. Pour les adresser, chaque fois, j'ai rassemblé cinq invités spéciaux avec qui j'ai planifié des échanges pour vous inspirer. Aussi pour vous outiller, parce que la force de l'école branchée, votre média de l'enseignement positif à l'ère du numérique, ben, c'est de mutualiser l'expertise et les ressources du réseau pour vous. On a même créé une trousse de ressources complémentaires sur chacun de ces grands thèmes. On souhaite aussi vous donner envie de vous connecter à nous à l'école branchée pour créer un mouvement dans votre milieu, pour relever vos défis, puis saisir toutes les opportunités. On a lancé la série Leader à l'ère du numérique avec le grand thème de l'évaluation. Donc, évaluer pour faire progresser les élèves, le moteur de l'autonomie. Et on a abordé aussi ce sujet bouillant sur l'intelligence artificielle, la nouvelle affaire au service des enseignants. Vous pouvez revoir ces échanges-là et consulter toutes les ressources complémentaires qui nous ont été fournies par, oui, l'équipe de l'école branchée, nos invités spéciaux et également les participants de nos tables rondes dans un parcours de l'école branchée. On vous partage les liens dans le clavardage. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse a fait l'objet d'une commission spéciale au Québec portant sur l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes. Il devrait déposer, le comité en fait devrait déposer son rapport le 30 mai prochain. Donc, on parle du temps d'écran, interdire ou mieux choisir. L'école branchée a même contribué à éclairer le débat sur les écrans en lien avec la mission de l'école. Je vous invite à lire ça dans notre fil d'actualité. Pour commencer, je vais vous présenter mon collaborateur, Maxime Pelchat du Cadre 21. Le Cadre 21 offre des occasions d'auto-formation aux enseignants passionnés et valorise une culture de développement professionnel en accordant notamment des badges numériques de formation continue. Salut Maxime! Salut Stéphanie, c'est encore un grand plaisir de te retrouver pour un troisième midi avec une table ronde qui me semble très, 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 très intéressante encore ce midi. Définitivement. Et là, qu'est-ce que tu vas proposer à nos participants dans le clavardage, là? Ben, c'est ça, là, tu sais, comme là, les dernières fois, là, j'ai mis mon casque, là, vraiment comme si j'étais sur la passerelle. Donc, moi, je m'occupe de la section clavardage. Fait que je vous invite, tous ceux qui se sont joints à nous, là, peu importe de quel coin vous vous branchez avec nous, de ne pas hésiter de vous présenter dans le clavardage parce qu'on veut rendre aussi la discussion interactive et très active dans le clavardage aussi. On sait que c'est souvent, dans le cas d'un Zoom, une occasion privilégiée de pouvoir partager des commentaires, des réflexions, des ressources aussi. Donc, vous vous gênez pas. Je suis là pour animer la discussion pendant qu'on va écouter les super invités de Stéphanie. Merci, Maxime. Donc, il reste avec nous en coulisses pour échanger avec vous tout au long. Merci de commencer ces échanges-là et d'être en feu dans le clavardage. C'est maintenant le temps de vous présenter nos cinq invités. Je vais les présenter à tour de rôle. Ils vont ouvrir caméra et micro et vous partager. Je leur ai demandé de nous préparer finalement une phrase qui les inspire en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, leur phrase d'inspiration ou leur mantra, ils vont vous la présenter en ouvrant leur caméra. Donc, je commence avec mon premier invité. Il est docteur en éducation et chargé de cours en enseignement au secondaire à la maîtrise, OK, au baccalauréat en enseignement au secondaire et à la maîtrise qualifiante. Il est aussi vice-président du conseil d'administration et consultant dans la conception des ateliers
du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le Ciel. J'ai particulièrement aimé sa participation à la table ronde lors du sommet du numérique de l'année dernière, où il nous a parlé, ou en fait, il nous a, j'ai envie de dire, rappelé l'importance d'être conscient et intentionnel lors de son usage du numérique. Je vous présente Charles Bourgeois. Bonjour! Salut Charles! Très heureux d'être ici pour vous partager une idée, vous partager justement encore cette idée d'usage intentionnel, favoriser un usage intentionnel des écrans au service du bien-être individuel et collectif. J'adore ça, j'adore. Donc, j'ai vraiment aimé ce qui était l'essentiel de ton message lors de ton passage au sommet du numérique. Merci d'être avec nous, Charles. J'enchaîne avec mon prochain invité. Il est professeur de sciences depuis 18 ans. Il est responsable technico-pédagogique d'un projet iPad 1.1 lancé en 2015 à l'Athénée royal de Nivelles en Belgique, que moi et ma collègue Audrey Miller et quelques autres délégués, on a eu la chance de visiter lors de notre passage en Belgique. J'aime beaucoup dire qu'il est mon jumeau pédagogique. J'ai d'ailleurs eu la chance d'animer avec lui sur le thème du bien-être numérique en Belgique. Je vous présente Julien François. Bonjour à tous et Salut ravi de participer. Julien! Moi, je partagerai mon mantra qui est le suivant, qui est l'écran est un outil, non un maître. Et l'important, c'est d'apprendre à l'apprivoiser pour en faire un allié du savoir et non un voleur de temps. Oh, j'aime beaucoup et non un voleur de temps parce que oui, on peut être captif longtemps sur ces écrans. Merci et bienvenue, Julien. Ma prochaine invitée maintenant, elle est médecin spécialiste en santé publique et professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke. Elle vient de présenter tout récemment un aperçu des tout derniers résultats d'une deuxième grande enquête sur le bien-être des familles en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec et l'Association des comités de parents anglophones et je pense aussi d'autres partenaires du réseau de la santé qui révèlent que la préoccupation numéro un des parents, c'est la gestion des écrans. Je vous présente Mélissa Généreux. Bonjour tout le monde. Ben moi, en tant que dans ma posture de médecin en santé publique, je vous dirais que mon message essentiel à passer, c'est que notre société, à mon avis, doit être à la recherche d'un meilleur équilibre entre la connexion numérique d'une part et la connexion au vivant d'autre part. Tout ça dans le but de cultiver le bien-être de nos jeunes qui en ont bien besoin. Merci, Mélissa. J'adore. C'est l'équilibre entre les deux parce que tout est présent dans notre vie. Je poursuis maintenant. Il est coordonnateur au service de la transformation numérique des ressources informationnelles du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Son centre de services scolaires a lancé en 2022 un programme 1-1 pour tous les élèves de la cinquième année du primaire à la cinquième année du secondaire. Je l'ai invité pour la qualité de ses réflexions sur la citoyenneté éthique à l'ère du numérique et sur le rôle des adultes pour accompagner les jeunes, mais aussi parce que dans son centre de service scolaire, il y a une grande vision de l'utilisation pédagogique des technologies. Je vous présente Fred Lavoie. Bonjour tout le monde, bien content d'être là parmi vous, moi aussi. Mon mantra, ça va être une réponse à la question du titre de l'atelier d'aujourd'hui, temps d'écran, interdire ou mieux choisir. Alors ma réponse, c'est aider à mieux choisir en rapprochant les solitudes, et je vais nommer deux solitudes, celle entre l'école et la maison et celle entre le jeune et le moins jeune. Oh, j'adore. Merci, merci, Fred. Et nous serons complets avec notre prochaine invitée qui est une enseignante de français au secondaire, conseillère pédagogique en intégration du numérique, actuellement agente de recherche à l'agrément et à l'amélioration continue au décanat de l'École de technologie supérieure, l'ETS. France est aussi consultante chez Murmuration Conseil. Elle nous rappelle que le développement
de compétences est une responsabilité professionnelle. Madame France Legault! Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. En effet, là, je travaille peut-être plus là, du côté universitaire là, présentement, mais j'ai encore un pont du côté du secondaire et du primaire. De mon côté, je pense qu'on ne doit rien prendre pour acquis parce que ça va nous permettre, si on part sur des bases solides, ça va nous permettre de mieux pouvoir collaborer, encadrer, outiller, mais surtout accompagner tous nos acteurs là, dans le milieu de l'éducation. Merci, France, merci. Et j'aime continuer aussi de mettre des réactions avec le bouton réagir en bas au travers de tous les partages de nos invités. J'adore voir ça arriver. Je vais me présenter également, Stéphanie Dionne. Je suis votre animatrice aujourd'hui, mais je suis directrice au développement à l'école branchée et j'ai l'honneur de faire partie du beau réseau de facilitateurs experts de l'école branchée où j'interviens entre autres dans l'utilisation réfléchie et éthique des écrans, particulièrement pour en faire un pont école-famille. Et en 2018, j'ai contribué à la réalisation de ce qu'on va appeler à l'école branchée la coéducation, donc école-famille sur le site École branchée. Il y a même des revues qui ont été destinées uniquement aux parents et qui peuvent être acheminées par le milieu de l'éducation vers les parents. Allons-y maintenant avec ce premier bloc où j'ai cette question. Comment l'école peut tirer profit du numérique pour l'apprentissage et l'enseignement? On va commencer avec Mélissa Généreux. Mélissa, j'aimerais ça que tu puisses mettre la table justement sur les enjeux de santé publique qui sont liés à l'usage des écrans. Bien, certainement. Je pense, Stéphanie, tu as quand même bien mis la table. On a collecté beaucoup de données dans les dernières années là, avec mon équipe à l'Université de Sherbrooke, mais notamment la toute dernière, c'était en février 2025. Donc là, tu sais, ça reflète, en tout cas, je pense, pas mal ce que les parents du Québec peuvent vivre. On parle de 11 000 parents qui ont répondu partout au Québec d'enfants du primaire ou du secondaire, donc assez représentatif là, avec ce qu'on a pu estimer jusqu'à présent de l'ensemble des parents du Québec. Et vite, vite, là, je vous inonderai pas de statistiques, mais quand même pour vous dire que oui, la préoccupation numéro un parmi une liste là, de plus d'une dizaine de préoccupations typiques chez les parents, c'était, comme tu le disais, le temps d'écran et pas trop loin derrière le contenu auquel sont exposés nos jeunes du primaire ou du secondaire sur les écrans. Mais autre phénomène intéressant, quand on regarde, on avait des jeunes de la première année du primaire jusqu'à la cinquième année du secondaire, puis les parents nous rapportent que le temps d'écran à terme de 4 heures ou plus par jour. C'est une des façons de parler de grands utilisateurs et 4 heures ou plus dans les temps libres et non pas liés à l'école. Ça commence à être assez présent dès la fin du primaire, je vous dirais. Le 31% des jeunes en sixième année qui, la fin de semaine, vont passer au moins 4 heures. Puis même dans la semaine au secondaire, début du secondaire, ça commence à devenir assez présent chez au moins un jeune sur 5. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. Mais plus que ça, ce qu'on a voulu mesurer, c'est la connectivité. À partir de quand nos jeunes commencent à avoir leur propre appareil, commencent à avoir accès à des comptes de réseaux sociaux, commencent à avoir accès à un forfait de données cellulaires. Et ça, c'est assez étonnant de voir que, ben, étonnant, je ne sais pas, vous saurez me le dire, mais déjà, en cinquième année du primaire, on va avoir le tiers des enfants selon les parents, là, qui possèdent un téléphone intelligent, puis le quart qui ont au moins un compte activé sur les réseaux sociaux. Donc, ça commence au secondaire, ça commence comme on s'en doutait au primaire, et puis après ça, force est d'admettre que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et le dernier phénomène que je voulais vraiment attirer, sur lequel je voulais attirer votre attention en lien avec cette enquête-là, c'est l'usage problématique des réseaux sociaux ou des écrans de façon plus large. Donc, c'est pas juste le temps qui compte, mais c'est la relation que le jeune entretient avec son écran. Donc, on a posé des questions un peu comme on poserait des questions en clinique pour voir la relation de dépendance qu'on peut avoir envers l'alcool, envers les jeux vidéo, le jeu pathologique, etc. Genre, c'est difficile d'arrêter d'en consommer ou j'ai toujours le goût d'en consommer de plus en plus. Donc, avec ces questions-là, ce qu'on peut déterminer grosso modo, c'est que c'est à peu près le quart de nos jeunes, évidemment, qui ne sont pas dépendants, mais qui ont une relation à risque ou même qualifiée de problématique. Donc, c'est quand même à surveiller de près. Je vais terminer cette petite section-là en vous disant que malgré tout ce que je vous dis,
on est bien conscient d'un point de vue de santé publique que les écrans, c'est pas le diable en personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on réussit avec tout le monde ensemble aujourd'hui. Puis c'est extraordinaire ce que ça apporte comme possibilité. Dans la vie de nos jeunes, il y a plusieurs aspects positifs, notamment pour les jeunes qui sont plus en situation de marginalisation. Donc, peut-être de pouvoir se connecter à une communauté d'appartenance qui est peut-être plus virtuelle, de pouvoir avoir un espace pour pouvoir s'exprimer, pouvoir rechercher du soutien, accéder à de l'information plus facilement. Donc ça, je ne le remets pas du tout en question. Mais j'aimerais quand même peut-être nommer trois mécanismes là, de mon point de vue par lesquels les réseaux sociaux peuvent engendrer certains enjeux de santé publique. J'en ai identifié trois. Vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas, les autres panélistes. Mais le premier, ce serait l'effet direct. Peu importe la taille du contenu ou le temps passé, quand on est exposé à du contenu malsain, de type intimidation, violence en ligne, moquerie, désinformation, ça peut être négatif, bien évidemment. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appellerait les effets cumulatifs. Donc, plus la dose est grande d'écran, plus l'utilisation est excessive, plus on a un risque de manque de sommeil, de sédentarité, d'isolement, de solitude, de sentiments de dépendance qui se créent, de comparaison à l'autre, de moins bonne perception de soi-même et tout ça, ce qui peut engendrer anxiété, dépression. Et le dernier mécanisme, j'arrête là-dessus, mais je trouve ça tellement important de le nommer, c'est l'effet sociétal. On parle beaucoup de polarisation sociale à l'heure actuelle, puis à quelque part que votre jeune soit sur les écrans ou pas, un grand utilisateur ou pas, indirectement, tout le monde devient un peu touché par cet effet-là de polarisation, de transformation du rapport à l'autre, la façon, le civisme, on en parle beaucoup cette semaine aussi. Donc ça, il faut être conscient qu'il y a quelque chose qui s'est transformé dans notre société et c'est vraiment pas juste à cause des écrans, mais je pense que les écrans ont été un catalyseur. Il faut je pense prendre état de ça pour être capable de formuler des pistes de solutions intéressantes pour cultiver le bien-être de nos jeunes. Définitivement. Puis dans ton étude, on met vraiment l'accent sur notre perception du bien-être et la relation des jeunes avec les écrans. Donc, on parle des jeunes. J'aimerais ça que tu puisses aussi mettre en perspective, nous, comme adultes, autour d'eux, en tant que modèle, quel est le regard que tu as de l'utilisation des écrans en général dans la vie de ces adultes signifiants auprès des jeunes? Ben, étonnamment, on l'a pas beaucoup mesuré, le faute d'espace dans le questionnaire. On veut que ça soit court pour que les parents participent et ça semble fonctionner comme stratégie. Mais ce qui est ressorti directement dans notre questionnaire, c'est que les parents nous disent que c'est leur préoccupation numéro un. Mais en même temps, les parents nous disent, ben, je donne accès assez rapidement dans le taux primaire à un cellulaire à mon jeune. Puis moi, j'ai des parents qui m'ont même écrit, ils pouvaient nous donner des commentaires après avoir passé le questionnaire qui disaient, moi, ce qui m'embête, c'est que je fais partie de ces parents-là qui militent contre l'accès à un téléphone ou l'accès aux réseaux sociaux, puis je pénalise mon jeune. Mon jeune m'en veut profondément, puis ça nuit à sa socialisation parce qu'il se retrouve à être différent un peu des autres. Donc, ce que j'ai beaucoup senti directement ou indirectement de la part des parents, c'est cette pression-là très importante par les pères, donc aussi de la part de l'enfant, à vouloir un peu rentrer dans les normes, rentrer un peu dans le standard là, de ce qui se fait à l'école auprès de ses autres amis. Et souvent, ben, les parents flanchent, mais en fait nous disent aidez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on ne sait plus trop par quelle façon le prendre, si je peux traduire. La pression sociale, hein. Mon meilleur ami a ça, il fait ça, il peut y accéder. Je suis le Mhm, seul à pas être dans le groupe de 5e, 6e année. J'ai aussi autorisé mon fils à avoir un accès à un réseau social parce qu'ils ont un mhm, groupe de leur âge, de leur année. Mais effectivement, il y a des règles à mettre pour qu'on reste confiant que l'utilisation va être positive, saine, équilibrée, réfléchie à travers, dans le fond, de cet accès qu'on leur donne. J'allais dire autorisation, mais l'accès directement qu'on mhm. leur donne. Merci énormément, Mélissa, puis n'hésite pas à contribuer aux échanges qui se construisent en ce moment. On s'en va vers Charles. Charles, toi, tu peux comprendre d'où vient l'interdiction ou l'envie d'interdire. Euh, Entre autres, on peut nommer le cellulaire à l'école, mais tu sais, vers où on doit tendre dans cette réalité-là? J'ai envie de t'entendre. Oui, c'est une super question. Je commencerai par même partir d'un des propos que Mélissa a abordé. C'est quand elle a parlé des téléphones en 5e année. Moi, Ouais. c'est pas un propos qui m'a surpris parce qu'avec le ciel,
On avait commencé à donner des ateliers au secondaire pour répondre aux préoccupations de temps d'écran, le téléphone et tout ça. Et on se faisait dire par des enseignants, c'est un peu tard, vous devriez les donner au primaire, parce que c'était déjà une réalité qui était observée sur le terrain. Donc moi, c'est certain, j'entends ça et je ne suis pas du tout surpris. Après ça, on peut comprendre aussi. On peut comprendre surtout parce que les préoccupations qui nous sont communiquées, c'est des préoccupations par rapport surtout aux distractions, par rapport au téléphone comme un outil qui est une très grande distraction pour les élèves, entre autres pour ce qui est de l'apprentissage, surtout l'acquisition de nouvelles connaissances. Parce que qu'est-ce qu'on voit, et il y a plusieurs études qui le rapportent, surtout une étude que j'aime bien citer de Ward et ses collègues de 2017, c'est que la présence d'un téléphone, même éteint, peut suffire à nous distraire. Quand je dis nous, je parle des élèves, mais je parle aussi des adultes. Parce que de voir le téléphone fait en sorte que on pense au courriel qu'on n'a pas répondu. On pense même à la possibilité que des gens pourraient avoir communiqué avec nous. Seulement ça suffit à amener une certaine forme de charge mentale, de surcharge cognitive qui peut entrer en conflit avec l'apprentissage. Donc, en termes de gestion, gestion de classe, gestion de l'école, tout ça, on peut comprendre d'où vient l'interdiction. Alors, mais est-ce que l'interdiction est une solution suffisante? Moi, Ouais, je vers dirais où que on doit tendre, Charles? exact, exact. Mais moi, je dirais que non. Parce que si Ouais. l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on veut... L'idée, en fait, c'est est-ce qu'on veut instruire ou est-ce qu'on veut éduquer au numérique? Parce que la différence, c'est instruire, on reste à l'école, et éduquer, on prend en considération autant l'école que le contexte extrascolaire, que le quotidien. Mais ce qu'on voit, et il y a même une étude qui est sortie récemment de Goodyear et ses collègues 2025, donc très, très récente, qui montrait que les écoles qui ont interdit le téléphone dans les classes ou même dans l'école au complet, ça ne se manifestait pas pour les élèves par des meilleurs comportements, par une baisse de temps d'écran à la maison. Parce OK. que les règlements, les normes, tout ça, c'était trop situé à l'école. Ce qu'ils Mm. comprenaient, c'est que l'interdiction était faite pour l'école, pour leur apprentissage scolaire, Mm. mais ils ne faisaient pas nécessairement le lien qu'il fallait que ça se manifeste par des comportements dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ne faisait pas cette éducation au préalable des risques, des dangers de l'utilisation du téléphone ou du temps d'écran, même en général. Donc, la conclusion, c'est qu'une interdiction elle peut se faire à certains moments. Moi, plutôt qu'une interdiction, je pense qu'on devrait tendre vers l'idée d'un contrat, donc d'établir avec les élèves des droits et responsabilités et de les inclure dans le processus, d'inclure des conseils d'élèves pour ce qui est de Ouais. l'école, d'inclure dans les classes avec les enseignants, de dire on discute avec les élèves des risques, on discute des avantages de ces technologies-là et on établit avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les technologies en classe ou même à l'école. Et on établit aussi ben bon, vous avez certains droits, vous avez des responsabilités vers lesquelles il faut tendre. Et on peut même les afficher en classe, constamment y revenir, faire des rappels, tout ça. Et de cette façon-là, on fait une éducation et on a peut-être plus de chances que ça se manifeste par des comportements qui vont continuer hors de la classe. Là, Charles, tu as mis le doigt sur quelque chose de super important. Euh, Premièrement, on m'a également dit dans certains milieux où il y a eu l'interdiction du cellulaire qu'après l'école, ils ont vu une grande soif d'utilisation des appareils chez leurs élèves. Ça a été rapporté. Mais ce que tu viens de dire, c'est que même si on fait un code de conduite, on ne peut pas juste le dire, le mettre en place. Il faut, euh, il faut en reparler dans des moments authentiques. Il faut être capable d'en parler fréquemment également, puis que permettre aux jeunes aussi de se voir, on va dire, se comporter au travers du code d'éthique. Donc, revenir là-dessus, puis effectivement le partager avec la famille va avoir Oui, un c'est effet ça. également D'inclure les parents, positif. oui. Parce que si on s'entend sur certains usages, puis que les parents sont plus ou moins impliqués, engagés, parce qu'ils n'ont pas été impliqués dans la discussion, clairement que l'impact positif souhaité n'est pas maximal ou maximisé par ce pont à établir école-famille. Je sais que Fred va nous en parler, Julien fort probablement aussi. Hey, merci, Charles, pour cet éclairage et je suis convaincue que tu vas vouloir nous partager le lien de cette étude que tu viens de Oui, nommer, qui est toute chaude.
Donc, merci Charles. J'ai envie de poursuivre vers Fred, justement. Fred, vous avez choisi au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries d'offrir un accès à un Chromebook à tous vos élèves, cinquième année du primaire jusqu'à cinquième année du secondaire. J'ai envie que tu nous dises ou que tu nous nommes c'est quoi la vision que vous avez à travers l'accès de ces outils technologiques-là. Ben, premièrement, juste avant de répondre à tes questions, je veux juste dire Oui, que vas-y. l'intervention de Charles, c'est de la musique à mes oreilles, dans le sens où je suis du même avis que lui au niveau de l'interdiction. Je pense qu'on a tout intérêt à viser à établir des normes essentielles pour mieux éduquer. Dans le contexte de notre programme 1 pour 1 au Centre de services des Premières Seigneuries, ben, tout simplement, rapidement expliquer, là, c'est un long processus qui nous a mené à prendre cette décision-là de basculer en 1 pour 1, mais il faut dire qu'il y avait un contexte, on sortait de la pandémie. Certains enseignants ont eu à faire une appropriation quand même assez rapide des possibilités du numérique, étant à distance plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois pendant la pandémie. Donc, il y a eu une prise de conscience là, possibilités du numérique, là, de la valeur ajoutée du numérique. Puis c'est de là notre vision, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que grâce à l'ordinateur, on pouvait mieux apprendre. Puis on s'est appuyé sur la recherche. Hein. Si vous avez consulté dernièrement les données probantes ou les données éclairées par la recherche de M. Hattie, entre autres, en éducation, qui est très populaire, ben, c'est au-dessus d'une trentaine maintenant de moyens technologiques qui sont au-dessus du point 4 là, dans les facteurs d'influence là, qui permettent un apprentissage significatif augmenté grâce au numérique. Donc ça, c'est bien sûr, c'était à la base de nos réflexions. On avait une historique aussi avec l'école de sommet qui était dans un programme 1 pour 1 avec iPad depuis plus qu'une dizaine d'années. On a présenté un plan à l'ensemble de nos gens, puis il y a eu une adhésion tout de suite à ce modèle-là parce qu'on y croyait. Bien sûr, on avait une structure en place. On avait des leaders techno dans chacune de nos écoles. On a 80 leaders techno dans notre centre de service répartis dans 52 centres et écoles. On avait bien sûr notre équipe de formateurs Récit qui est dans un modèle d'accompagnement de proximité. Donc, nos 7 CP Récit au centre de service sont dans les écoles en contact avec les enseignants, les élèves au quotidien. Donc, on avait vraiment cette dynamique leader techno et CP très présent pour nous soutenir dans cette réflexion-là, puis appuyer notre choix d'aller en un pour un. Tout en étant conscient des enjeux du temps d'écran. Puis là, à la deuxième question, je Mais vais oui, parce élaborer que davantage. Ben oui, parce que là, dans le fond, ce que je veux te demander, c'est qu'est-ce qui est essentiel de mettre en place pour que l'outil soit utilisé positivement, tu sais. Puis je serais pas surprise que tu me parles de code d'éthique non plus. Bien sûr. Écoutez, nous, une des raisons pour le 1 pour 1 aussi, c'est de briser la fracture numérique. Hein. Il y a des élèves qui Oui. avaient accès à un ordinateur facilement à la maison, parfois même dans leur poche, par le biais du cellulaire avant l'interdiction ou par le biais d'une tablette, etc. Maintenant, tous nos élèves y ont accès. Tous nos enseignants, la plupart des enseignants en tout cas, ont un système un ENA, un environnement numérique d'apprentissage pour échanger plus facilement avec leurs élèves, etc. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça nous prenait? Ben, il fallait que les élèves les aient en main, les appareils. On a quitté le mode, je réserve le labo d'informatique une fois par semaine ou le chariot d'iPad une fois par semaine, puis on les avait finalement. Donc, on a brisé cette fracture-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ben, ça prenait des balises, ça prenait des chartes d'utilisation responsable, des codes éthiques, comme tu as mentionné, Stéphanie. Euh, Ça prenait aussi des aménagements éducatifs responsables. On tente, nos conseillers pédagogiques, dans leurs accompagnements, tentent de donner des pratiques, des bonnes pratiques en exemple, en modélisant avec les enseignants. Entre autres, je fais souvent l'exemple, quand vous enseignez, l'ordinateur n'a pas besoin d'être ouvert en tout temps. Il y a encore place au papier, mais je devrais avoir un code avec mes élèves en tant qu'enseignant. Moi, j'ai toujours eu des codes lorsque j'enseignais qui étaient du genre... quand c'est pomme, c'est ouvert, puis quand c'est poire, c'est fermé, parce qu'on avait des Apple, mais je changeais les codes, là, puis des pratiques efficaces comme ça qui font en sorte que les élèves savent quand est-ce que c'est le temps que l'écran soit ouvert, puis quand est-ce que c'est le temps qu'il soit fermé. Troisièmement, je dirais que pour mettre tout ça en place, ben, c'est essentiel d'avoir de l'accompagnement. Fait que notre équipe de CP est occupée à temps plein à accompagner dans nos milieux. Donc, on modélise des bonnes pratiques, on travaille de pair avec les leaders techno dans chacun des milieux. Quatrièmement, ben, ça prend une réflexion sur les usages. À la fin de la deuxième année, on est dans notre troisième année, mais à la fin de la deuxième année, on a regardé tout ce qu'on faisait en numérique dans nos écoles pour se rendre compte que on faisait
4 grandes actions principales. Puis c'est là qu'on a décidé de nommer nos 4 grands domaines d'action pédago-numérique. Donc, le numérique pour enseigner et évaluer, première dimension. Le numérique pour apprendre, deuxième dimension. Le numérique pour s'organiser et collaborer, troisième dimension. Et la dernière, le numérique pour agir en citoyen éthique. Donc, à partir de ces 4 grands domaines-là, maintenant, lorsqu'on va dans les milieux, on a une intention claire pour bien soutenir ce qui se passe en classe sur les écrans. Et on spécifie que le temps d'écran en classe, c'est du temps pédagogique. Fait que Voilà. quand un élève a fini de faire sa présentation, est-ce qu'il a le droit d'ouvrir Free puis aller jouer à des petits jeux? Non, et on évite la période du vendredi après-midi récompense sur l'ordinateur. C'est à Merci. spécifier. À réfléchir dans tous les milieux scolaires. Qu'est-ce que les élèves font après leurs tâches sur leurs appareils? Ça devrait également faire partie d'un échange, d'une entente qui est claire avec les jeunes. Dans le milieu scolaire, on apprend, on fait des choses qui nous permettent de réaliser des projets, de transférer leurs apprentissages, d'augmenter leurs apprentissages. Merci de l'avoir nommé. Fred, beaucoup. Et j'ai envie de dire également que tu nous influences positivement à l'école branchée parce que déjà l'année prochaine, certains thèmes de la revue École branchée vont être teintés de ces grandes intentions-là. Moi, j'en parle régulièrement à l'équipe. C'est pas une surprise pour eux qui nous écoutent en ce moment que je dis ça parce qu'à la rentrée scolaire, on va parler du bien-être numérique, le bonheur à l'école, donc clairement sur agir en citoyen éthique. On va poursuivre à l'hiver. J'étais en train de faire une annonce choc de nos thèmes de la revue. On va parler de planifier et s'organiser avec le numérique à l'hiver prochain. Et on va terminer avec le numérique qui donne une voix aux élèves, donc une voix d'apprentissage, entre autres, une façon de démontrer ce qu'ils ont appris. Fait que pour ça, merci Fred de la qualité de ces réflexions à un usage qui est réfléchie, qui est éthique et qui est positive. Permets, Stéphanie, j'ai peut-être un petit dernier point. J'ai vu dans le clavardage passer qu'il y a Vas-y des gens donc. qui cherchent les 4 grands domaines. Là, j'ai mis en lien le document là, qui spécifie. Puis nos 4 grands domaines, on les a liés au cadre de référence de la compétence numérique. Fait que pour Ouais, chacun des domaines, on vient lier les 12 dimensions. Il y en ouais. a dans chacun des 4 domaines, il y a des dimensions du cadre de référence de la compétence numérique qui sont associées à chacun des domaines. Donc, vous allez le voir dans le document qui va être dans le suivi de l'atelier. Définitivement. Merci. Maintenant, on va s'en aller avec mon jumeau pédagogique, Julien François, qui est en direct de la Belgique. C'est beau de voir qu'il fait beau soleil chez vous Il fait aussi. magnifique. Euh, Julien François, chez vous, vous êtes iPad 1.1 avec tous vos élèves au secondaire. J'ai envie de te poser la question, comment ça transforme la vie à l'école d'accéder à un iPad au quotidien? Ben, la transformation, elle était souhaitée, c'était notre vision au départ du projet. L'idée principale, c'était de mettre en face l'enseignement avec les technologies modernes. Ça, c'était vraiment le but principal, en répondant aux besoins des élèves avec besoins spécifiques, en permettant un accès aux ressources avec un regard critique sur les différentes ressources auxquelles ils peuvent avoir accès, permet d'augmenter la créativité des élèves, augmenter la collaboration entre les élèves et voir comment l'outil numérique peut devenir une plus-value dans les apprentissages et non une finalité en soi. Donc il y avait pour moi ces deux tenants qui étaient importants. On peut éduquer au numérique, mais on peut améliorer l'apprentissage grâce aux outils numériques. Et donc là, il y a vraiment une dissociation des deux. Donc développer la citoyenneté à l'ère du numérique et donc éduquer au numérique, c'était aussi une des finalités qu'on poursuivait. Et accessoirement, et là c'est peut-être pour rebondir sur ce que Charles a dit aussi, ça nous a permis de nous libérer aussi des téléphones à l'école parce que c'était plus un besoin au niveau pédagogique d'avoir un outil numérique qui était apporté par les élèves. Et donc, c'était peut-être plus facile aussi de le faire réfléchir sur comment l'appréhender au mieux quand ils sont dans une situation scolaire et éventuellement une situation à la maison. On n'a pas du tout le même contexte. J'adore Julien. Puis, tu sais, dans la transformation à l'école, j'ai envie que tu puisses nommer aussi la grande ouverture et liberté que vous avez créée pour vos élèves au quotidien, entre autres avec les clubs, le Fab Lab. J'ai envie que tu puisses nous en parler un peu parce que pour moi, j'ai souvent observé. euh,
que les gens qui utilisaient très positivement les technologies en classe avaient une très grande confiance en leurs élèves et ça permettait, entre autres, de créer des projets comme ceux que vous avez créés à l'Athénée Royal de Nivelles. J'aimerais ça que tu en parles. Ben, comme je le disais juste avant, l'objectif, c'était de voir comment l'outil numérique pouvait devenir une plus-value dans les apprentissages, mais les apprentissages au sens large du terme. Pour nous, l'apprentissage, il ne s'arrête pas uniquement aux cours disciplinaires, il s'intègre en fait dans le développement de l'enfant, dans le cadre de l'école, et donc on a pu mettre en place, parmi plein d'autres activités, mais Infab Lab, une radio, un journal de l'école. On a, je pense, à l'heure actuelle, 18 clubs différents dans l'école. Ça va du club d'échecs au club d'impro, de théâtre, etc. Et ces outils numériques sont présents pour aider les élèves, même en dehors des cours disciplinaires, et rendre l'école, enfin, transformer l'école en un lieu dans lequel l'élève se sent bien, dans lequel il peut se développer et qui se sent presque comme à la maison, hein. Ça change vraiment la donne et on peut leur donner pleinement le contrôle finalement de ces différentes activités, quoi. Nous, on est juste là pour les encadrer, pour les accompagner, mais pas pour les contrôler. Exact. Julien, ça me permet de dire aussi que une des raisons souvent pour lesquelles les jeunes disaient qu'ils étaient sur leur cellulaire, c'était j'ai rien d'autre à faire. J'ai rien d'autre à faire et moi, ce que j'ai vu chez vous à l'Athénée Royal de Nivelles, c'est pas entre les cours, je vais chercher mes livres, je m'assois puis j'attends. C'est oh, j'ai du temps pour aller avec mon club, je planifie quelque chose, je m'en vais au Fab Lab. C'est des lieux de rassemblement, mais aussi de créativité et d'action. Donc, des temps morts à pas savoir quoi faire, à voir son téléphone et vouloir le prendre pour aller voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ou peu importe ce qu'ils en font. Ben, des temps morts, il y en a beaucoup moins quand ils peuvent se pencher sur leur passion, entre autres. Donc, le lieu d'apprentissage est un lieu vraiment de passion au travers de ce qu'ils peuvent faire. Euh, j'ai envie de te demander aussi maintenant comment l'école peut devenir un incontournable pour sensibiliser les parents. Le pont que Fred a parlé tout à l'heure entre l'école et la famille. Comment chez vous ça a été un incontournable pour éduquer également les parents à un usage qui est équilibré des écrans? Je pense que ça se fait en deux temps. Je pense qu'il y avait un temps pour nous pour éduquer les enfants à l'école, donc l'utilisation raisonnée et raisonnable de l'outil, savoir comment l'appréhender, avoir un esprit critique sur son utilisation, aussi bien sur le temps d'écran et comme le disait Charles aussi, sur les modes de concentration. Parce que les parents se fixent très fortement sur le temps passé sur l'écran, mais pas sur le fait que cet outil qui est en permanence à côté de nous peut être un moyen de distraction en fait pour les élèves. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on a exactement le même rapport. C'est qu'à chaque fois qu'on a une notif qui apparaît, ben, ça nous coupe en fait dans le process dans lequel on était impliqué. Donc ça, c'est un élément sur lequel on en a travaillé en parallèle, temps d'écran et mode de concentration. On a une charte qui est mise à disposition des élèves et qui a été co-créée par les élèves, les enseignants, les parents au début du projet et qui a évolué avec le projet. Et cette réflexion, finalement, a trouvé un écho aussi chez les parents. Les parents nous ont demandé assez spontanément de proposer en fait des outils pour les aider aussi à la maison pour rester dans la continuité de l'accompagnement des outils numériques. Donc, on a proposé des outils tels qu'une charte qui serait co-créée par l'enfant et le parent à la maison, pour avoir cet esprit de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de coéducation. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est quelque chose qui ne se met pas automatiquement, on va le dire, avec tous les parents. Il y a des enfants chez qui le rapport à l'écran est tout à fait, voilà, on ne peut pas dire normal, mais ne pose pas de problème, et que la demande, en fait, sur l'accompagnement intervient souvent quand le parent sent qu'il commence à y avoir des problèmes. Et notre rôle, je pense, c'est d'essayer de pouvoir agir le plus tôt possible pour éviter, en fait, d'arriver à intervenir en réponse d'un problème. Il faudrait, en fait, arriver à trouver des solutions avant que le problème se mette en place. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel on a encore des gros points d'interrogation parce qu'on n'a pas encore tous les axes d'attaque pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est pas. Et alors l'idée aussi, c'était pas simplement interdire,
c'était de mieux comprendre les usages du numérique. Euh, on ne sait pas très bien quand on voit quelqu'un derrière son écran, on voit qu'il est derrière son écran, on a cette tendance à juger, oui, mais encore derrière son écran, alors que potentiellement ce qu'il fait, c'est de l'apprentissage, c'est de la découverte, c'est de l'épanouissement personnel et pas que du temps perdu. Clairement. Mais définitivement qu'on doit avoir le réflexe de questionner qu'est-ce que tu es en train de faire, jusqu'à quand tu vas faire ça et qu'est-ce que tu fais après pour être capable de découvrir l'intention, mais aussi la planification, de passer à une autre étape éventuellement. Merci, Julien. Si je Fran? peux juste, Oh si je oui, peux juste vas-y, vas-y. ajouter, je pense qu'on a l'écran numérique qu'on a maintenant, on a le même rapport qu'avec les télévisions quand moi j'étais ado. C'est que Ouais. on peut laisser quelqu'un sur un écran. L'important, pour moi, le rôle des parents, c'est de voir qu'est-ce qui est fait et de créer la discussion à partir de ça. Moi, Mm. quand je regarde la télé, c'est on me demandait, bah, tiens, qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant, et on doit avoir, je pense, le même type de comportement avec l'ensemble des écrans. Clairement, Mélissa a envie de réagir. France, ça sera pas long. On reste au chaud avec toutes tes idées qui bouillonnent. On revient. Vas-y, Mélissa. Mais je veux quand même faire une nuance parce que la science est assez claire à cet effet-là que non, le type d'usage de regarder la télévision versus être sur un réseau social qui a été spécifiquement construit pour augmenter l'engagement du jeune, puis qui est spécialement construit en tenant compte de la vulnérabilité développementale du jeune, pour moi, Mm. c'est complètement différent. Fait que ça, je tiens quand même à m'exprimer là-dessus. Ça vient un petit peu Oui. chercher une fibre sensible parce que oui, on a l'impression, mais c'était le bon temps quand on était jeune de se faire dire lâche la télé, mais à part pour l'aspect sédentarité, il y avait clairement pas des plateformes qui ont été construites. Je peux juste donner des exemples, mais nos jeunes sur ces plateformes-là vont interagir socialement, puis vont apprendre à se développer dans leurs relations sociales, interpersonnelles d'une façon vraiment différente que ce qu'on ferait en personne et vraiment Oui. plus complexe. On parle à sens unique, c'est asynchrone le retour qu'on a. On Oui. peut émettre des propos ou des images déplacées, mais on n'a pas vraiment de retour on appelle ça des social cues, là, des signaux pour dire, oups, ça, c'est pas approprié. Tu sais, alors que si on fait une mauvaise blague dans le cours d'école, on va rapidement comprendre que c'était peut-être pas la chose appropriée, puis on va apprendre de ça. Donc, les interactions qui se construisent là-dessus sont vraiment plus complexes et trop complexes par rapport au développement, au niveau de maturité de certains jeunes. On peut pas généraliser, mais surtout la façon dont les plateformes sont configurées pour surstimuler le circuit de récompense puis maximiser l'engagement, c'est pas du tout pareil que ce qu'on peut avoir au niveau de certaines des émissions là, quand on était jeune. Fait que je dois quand même juste mettre il y a des neuropsychologues qui sont payés depuis des années là, pour les réseaux sociaux pour maximiser l'engagement, chose qui n'était pas tout à fait le cas là, pour les émissions traditionnelles qu'on avait jadis. Oui, je pense que la comparaison est excellente sur le questionnement, qu'est-ce qu'on est en train de faire et voir, mais il ne faut pas sous-estimer justement tous les mécanismes qui ont été mis en place pour nous garder dans l'environnement et qui ont un impact sur les jeunes, entre autres sur leur vulnérabilité dans le cas des réseaux sociaux, particulièrement aussi, Mélissa. Merci de l'avoir dit. Merci, Julien. France, es-tu prête? Ton micro, peux-tu l'ouvrir? Oui, c'est fait. Je suis prête, Stéphanie. J'ai pris des notes là, sur ce que les autres ont nommé avant moi. Excellent. Écoute, vers où le développement de la compétence professionnelle là, à l'usage du numérique doit nous conduire justement en termes d'utilisation des technologies? Je pense d'abord et avant tout que le développement de la compétence numérique, c'est une compétence professionnelle au même titre que toutes les autres. Donc, je te cacherai pas que quand j'entends un prof dire moi, je suis pas bon avec le numérique, ça me chatouille un petit peu parce qu'on peut pas faire abstraction du numérique. Il est partout. Mélissa, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des études, ça l'apparaît de plus en plus tôt. Donc, est-ce qu'on accepterait qu'un enseignant dise je ne suis pas bon en gestion de classe ou en planification de séquences? Très peu. Toutefois, ce sont des propos qu'on accepte d'entendre je ne suis pas bon avec le numérique. Je pense que d'abord et avant tout, d'être outillé pour être compétent numériquement, c'est un premier pas tout à fait nécessaire. Mm. Je pense aussi qu'au-delà de valeurs de profs qui disent ben, moi, je ne veux pas l'utiliser numérique, c'est un peu aussi se mettre la tête dans le sable.
De mon côté, je suis à l'École de technologie supérieure. Ça fait partie aussi des compétences. Donc, de notre côté, pour former des ingénieurs compétents, on a des qualités requises des diplômés et on prend pour acquis qu'ils sont en apprentissage continu et qu'ils développent l'utilisation des outils technologiques. C'est certain que si du côté de la formation générale des jeunes, on arrête complètement cette formation-là, on va avoir un souci là, quelque part pour les compétences de base des étudiants qu'on reçoit du côté de la formation de l'enseignement supérieur. Donc, est-ce que nos enseignants sont bien formés et connaissent bien le numérique pour pouvoir ensuite choisir le bon usage pédagogique? Parce que je pense que c'est ça qui revient dans les discussions de tout le monde. Est-ce que ça a une valeur ajoutée pédagogiquement ou on est en train d'écouter un film ou de jouer sur Friv en association de récompense ou en association d'apprentissage? Ah Parce que là, quand moins tu me dis ça, ça me fait mal, France. mais tu sais, dans le fond, plus qu'on va le valoriser en activité récompense, plus qu'on suscite là, ce souhait-là de jouer dessus, puis que c'est hyper une relation très là, dans je veux pas dire le ludique, parce qu'on peut apprendre avec du ludique, Oui. mais une association de activité récompense, quand tu me donnes mon téléphone, je suis en mode jouer aussi. Donc, de mieux le maîtriser va nous permettre de choisir l'usage qu'on va en faire en classe. Euh, pour certains le savent, ma spécialité, c'est aussi l'enseignement des stratégies de lecture qui vont être applicables autant à l'écran que sur du papier. Est-ce qu'on est suffisamment outillé comme enseignant pour outiller nos élèves à avoir des stratégies qui vont être déployables autant sur un écran que sur du papier aussi, parce qu'on ne peut plus faire abstraction que nos élèves vont qu'écrire ou que compter. Donc, de les outiller de façon à ce que leur stratégie et qu'ils se connaissent mieux dans cette utilisation des stratégies-là, soit applicable autant à l'écran que sur du papier. C'est déjà là aussi un pas qu'on peut faire comme professionnel, là, je pense nécessairement. Mm. De se questionner aussi à ce qu'on en fait comme utilisation. Est-ce que quand on est dans une réunion avec d'autres profs, on a justement notre cellulaire à portée de main alors qu'on l'interdit en classe? Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, comme comportement quand on est juste entre adultes, mais aussi juste avec les élèves? Je pense Mais que oui, ça aussi, c'est un aspect qu'on doit aussi se questionner, là. Donc, comme gestionnaire dans les établissements scolaires, qu'est-ce qu'on a mis comme balise? On parle beaucoup de contrats, de sensibilisation qu'on fait auprès de nos élèves, de collaboration avec les enseignants, mais qu'en est-il avec le reste du personnel aussi? Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde dans l'école sait comment se comporter avec un téléphone ou connaît bien les risques d'avoir aussi cet appareil-là. Mm. Puis tu as nommé quelque chose d'important aussi comme modèle devant la Oui, classe. De quelle manière est-ce que j'utilise les outils et est-ce que j'ai mon téléphone moi-même sur mon bureau ou encore est-ce que je l'utilise parce que c'est des situations qui peuvent arriver. Mm. tout à fait. Fait que, tu sais, je pense que d'abord et avant tout, j'irai avec ça. C'est sûr aussi, j'ai entendu là, tous mes collègues parler de l'importance d'informer la famille, donc de les outiller pour cette collaboration-là. On est en enseignement, on sait comment ça se passe dans une école, mais est-ce que les parents ont tous conscience de c'est quoi l'utilisation qu'on fait avec nos élèves? Est-ce qu'ils savent c'est quoi les balises qu'on a mis en place? Est-ce qu'on sait aussi ce qu'on a comme souhait d'utilisation à la maison? Donc, est-ce que comme prof, on mesure le temps d'écran qu'on va proposer à la maison? Est-ce que les élèves ont, par exemple, au secondaire, 4 heures de devoir à faire sur l'appareil numérique ou pas? Est-ce que ça, c'est communiqué aux parents aussi? Parce qu'on le sait, il peut y avoir des jeunes qui vont se retrouver dans leur chambre en train de faire leurs devoirs, mais tout autre chose. Donc, cette communication-là sur ce qu'on met en place et Mm. ce qu'on a comme attente pour peut-être justement ne pas prendre pour acquis que les parents ont tous Ah, une conscience de c'est quoi l'utilisation du numérique à l'école parce qu'ils ne l'ont pas vécu non plus, cette ouais. Ou ils font leurs devoirs puis ils écoutent deux, oui, trois petites vidéos à côté. exactement. Donc, on voit Dans qu'on a tous des ados, un là. petit écran sur le side, là. Donc, c'est pour ça que d'entrée de jeu, je disais ne rien prendre pour acquis. Ne pas prendre pour acquis que les enseignants, que les gestionnaires, que tout le monde dans l'école, on est conscient d'une bonne utilisation du numérique aussi. Mais je pense que ça commence d'abord et avant tout par un accompagnement et de la formation continue. Accompagnement, formation continue, compétences professionnelles. J'aime beaucoup ce que tu amènes. Merci tellement de la grande complémentarité de toutes vos expertises. J'ai envie qu'on s'attaque en deuxième bloc davantage à
tout ce qui va nous amener vers le développement efficace de la citoyenneté éthique à l'ère du numérique chez les jeunes. J'ai vraiment envie de donner du sens au mot éthique parce que avant que j'entende nos grands professionnels de la pédagogie, du récit, développement de la personne le dire, éthique pour moi c'était un peu vague, mais quand je les ai entendus dire éthique, c'est à partir du moment où tes choix d'utilisation sont bons pour toi, positifs pour les autres, positifs pour la collectivité. Tu es dans une citoyenneté éthique, on peut facilement avoir des cas de figure et dire oups, ça c'est éthique, oups, là ici c'est peut-être pas approprié. Donc, il y a aussi ce rôle d'aider les jeunes à établir des limites dans ce qui est éthique ou non. J'ai envie d'abord de commencer avec, ben, je commençais avec Charles. Je sais que Charles et Mélissa vont super bien se compléter dans cette réalité-là. Charles, comment tu proposerais d'éduquer efficacement cette citoyenneté? Ben, premièrement, je vais faire une distinction qui, je pense, va à la fois un peu répondre aux propos de France et de Mélissa par rapport à qui était la question du temps d'écran, télévision versus les réseaux sociaux. Euh, Quand on forme les enseignants, qu'on forme le personnel enseignant justement à aborder ces questions-là avec les élèves, mais il faut faire une grande distinction d'abord entre éduquer avec le numérique, donc utiliser le numérique, des outils numériques au service de l'enseignement-apprentissage, et éduquer au Ouais. numérique. Ce n'est absolument pas la même chose et même quelqu'un pourrait argumenter que pour certaines activités d'éducation au numérique, tu n'es pas obligé de te servir d'un outil numérique pour y Mhm. parvenir. Et Ouais. cette éducation au numérique-là, c'est justement une éducation qui nous permet de montrer justement les grandes questions qui existent en ce moment, entre autres de montrer le fonctionnement des réseaux sociaux, toute cette économie de l'attention-là, justement, les mécanismes qui sont mis en place pour nous garder sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne un algorithme. Et il y a possibilité vraiment de simplifier la chose. On le fait avec le ciel, je le fais dans mes cours aussi. C'est juste de montrer qu'il y a des algorithmes qui sont faits pour capter notre attention, garder nos données, personnaliser nos fils sur les réseaux sociaux pour nous garder. Puis ça crée finalement une boucle qui nous garde constamment et qui nous permet de nous donner du contenu recommandé, ciblé par rapport à ce qu'on a aimé précédemment. Donc, un moyen de simplifier cette question-là. Et surtout, il faut axer les questions d'éducation au numérique en lien avec le développement de l'adolescent. Oui. Parce que c'est vrai que l'utilisation du numérique chez les adolescents, ça fait partie de leur développement identitaire. Ils se développent comme personnes en interagissant sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut créer des comportements, ça peut créer aussi des habitudes qui sont des fois intéressantes pour l'école, des fois qui pourraient être un peu à retravailler. Ben justement, ça serait de les amener à réfléchir de comment on crée une certaine forme d'étiquette en ligne dans notre façon d'interagir les uns avec les autres. Tout ça, ça fait partie de l'éthique à enseigner. Donc, de vraiment l'ancrer dans les vulnérabilités du développement de l'adolescent. Là, j'ai dit identitaire, mais ça pouvait être cognitif aussi, émotionnel. Et pour y parvenir, c'est super important, et je vais terminer avec ça, c'est de former adéquatement le personnel enseignant. Là, on commence à le faire de plus en plus dans les universités. Mm. Mais c'est assez récent parce que là, on va faire un peu d'histoire. Auparavant, le numérique, c'était vu, ben, c'était la compétence TIC des technologies de l'information et de la communication. C'est strictement méthodologique comme compétence. Maintenant, c'est beaucoup plus large. Il y a 12 dimensions à la compétence numérique. Et comme je disais, c'est pour éduquer au numérique et avec le numérique. Donc, d'être capable de collaborer, de communiquer et d'être Mm. capable de faire preuve d'éthique lorsqu'on se sert du numérique. C'est pas un petit contrat, mais en passant par une formation des enseignants, ben, on leur donne des outils après pour, je reviens à ma première intervention, de créer le dialogue avec leurs élèves et de co-construire avec eux autour de cette question-là d'éthique avec le numérique.
Définitivement, co-construire ensemble. Tu sais, je retiens dans ton message l'importance d'éduquer, puis ça se fait ou c'est réfléchi dans de plus en plus de milieux à travers d'une progression des apprentissages, à travers de l'utilisation éthique des écrans. Oui, il y a plein de choses à savoir, connaître les fonctionnements, puis après ça, choisir les usages qu'on a envie d'en faire, mais co-construire ensemble ce qu'on va faire. J'avoue que c'est ultra méga Mais si je peux me pertinent. permettre, c'est dans le Vas-y. nouveau cours de, justement, c'est intégré dans le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Moi, ce qu'on me dit quand j'enseigne, mettons, à des étudiants au baccalauréat et même à la maîtrise qualifiante, ce qu'ils aimeraient savoir, c'est comment eux, après ça, ils peuvent peut-être l'intégrer plus dans leur discipline. Là, je parle de français, je parle de mathématiques, je parle de euh, sciences, peu importe. Des fois, il y a cet aspect-là qui ne sont pas certains de comment ces questions-là, peut-être un petit peu plus transversales, ils peuvent les contextualiser dans leur discipline. Donc, il y a peut-être un peu cette piste-là vers laquelle il faudrait tendre collectivement. Mélissa. Merci, Charles. Ben écoute, ça va être en toute continuité avec ce que Charles disait, mais je pense que c'est important aussi qu'on comprenne, j'aime pas vraiment le mot vulnérabilité, c'est juste un passage développemental, là. C'est pas une vulnérabilité, mais c'est juste que devant l'environnement numérique, il faut être conscient que cette zone-là, concrètement, oui, au niveau psychologique, le jeune est en quête d'identité personnelle, ben on a tous été, on est tous passés par là, mais cette quête d'identité-là se construit beaucoup par la relation aux autres, puis comme on dit depuis le début, ben la relation aux autres comparativement à il y a une génération ou deux précédentes, elle se construit beaucoup en ligne. Donc là, comme je disais, il y a toute la complexité, mais il faut aussi comprendre qu'au niveau du développement du cerveau, ben, il y a des régions qui sont plus sensibles à l'adolescence, le désir d'attention, de rétroaction, de soutien par les pairs, ça devient de plus en plus sensible. Puis, en contrepartie, il y a comme un petit déséquilibre passager temporaire où la région du contrôle de soi dans le cerveau, ben, elle n'est pas encore complètement développée. Donc, le Ouais. déséquilibre devient le mariage un peu parfait pour tomber dans un monde numérique qui, lui, n'est pas toujours éthique. Tu sais, je pense pas que c'est les jeunes à la base qui sont pas éthiques, c'est l'environnement qui est pas conçu de façon éthique pour tenir compte de ce déséquilibre, comme je dis, temporaire, passager, là, qui dure quelques années chez tous les jeunes. Donc ça, ben, ça amène à plus de prise de risque, à plus de fluctuations d'humeur, à plus de recherche de sensations fortes, de comparaison aux autres, de se sentir vraiment diminué, de la polarisation des idées. Tout ça, là, ça permet à tout le monde, mais c'est juste biologiquement et psychologiquement plus enclin à arriver chez nos jeunes. Donc ça, faut le Ouais. comprendre, je pense, avant de bâtir des différentes interventions. Puis en termes d'intervention, j'ai entendu beaucoup de soutien, accompagnement, formation pour les professeurs ou autres intervenants en milieu scolaire et parents, définitivement. Ouais. Mais pour les jeunes, bon, on en entend parler de plus en plus de différentes initiatives, ateliers offerts pour la littératie aux médias numériques. Je rêve peut-être du jour où on l'intégrera de façon vraiment plus soutenue, harmonisée, probablement dès le primaire, mais de façon adaptée à leur niveau développemental. Donc, aller chercher toutes les compétences qu'on mentionne depuis tantôt. Il y a tout ce qui est règles, code de vie à l'école, évidemment, là, vous en avez parlé, mais autant sur l'usage de l'écran comme récompense, autant sur la cybersécurité, la façon la façon d'être un bon citoyen numérique en ligne. Tu sais, ça se gère aussi dans les cours d'école, même si ça se passe en ligne. Il faut qu'ils comprennent que l'environnement numérique est un environnement aussi réel que l'environnement dans la cour d'école. Donc, comprendre que les conséquences des faits et gestes qui se passent en ligne est tout aussi réel. Et je termine avec ça parce que aujourd'hui, c'est le lancement de la trousse anti-troll. Ça, je voulais la mentionner. C'est un outil parmi d'autres, mais je trouve que c'est bien réfléchi. Ça a été développé par le service de police de Trois-Rivières. Donc, c'est en ligne. Là, on va pouvoir vous partager le lien. C'est un vraiment bel outil qui a été développé avec plein d'experts au Québec pour contrer justement la banalisation de la violence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est fait avec les jeunes, avec des experts. Il y a des capsules, ça se fait très bien du téléphone. Donc, justement, là, on est conscient que c'est comme ça que les jeunes s'informent. Donc, il y a des sections pour les jeunes, pour les parents, pour les intervenants. C'est très court, là. Moi, j'ai participé à quelques affaires. Il fallait vraiment être très concis de manière à ce que ce soit réellement utilisé. Donc, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil. Puis, dernier petit point, mais ça, je suis rendue un peu une étape trop loin.
Mais je pense qu'on le dit, les réseaux sociaux, les écrans, le numérique, ça fait partie de nos vies et comme je dis, ça transforme notre société puis le rapport qu'on a avec les autres. Donc, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire en lien avec le numérique, il faut aussi réapprendre à se parler. Il faut aussi réapprendre à dialoguer dans la vraie vie, même dans un contexte de situation polarisée. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, je vous dirais, pour les prochaines années. Donc, légitimer les différences de point de vue, apprendre à viser plus de cohésion, moins de division, moins d'aspects corrosifs. Donc, des ateliers sur le dialogue en contexte de situations polarisantes, quelque chose comme ça. Tout est à construire. Je sais qu'il y a eu quelques initiatives à gauche, à droite, mais ça aussi, je pense qu'il y a des belles pistes à réfléchir là, pour les prochaines années dans nos milieux scolaires. Définitivement. Merci, Mélissa. Fred, comment on fait ça? Comment on fait ça? Chez nous, on As-tu parle. trois étapes? Ben, j'ai des points, c'est certain. Mais on parle d'équilibre numérique beaucoup, hein, puis j'en ai fait, j'ai fait référence un peu à ça tout à l'heure lorsque j'ai pris la parole. Euh, En classe, on est en mesure maintenant de mieux identifier les catégories d'écran. Là, on fait référence à la différence entre l'utilisation scolaire ou professionnelle si on est un adulte puis on travaille, puis l'utilisation à des fins récréatives ou tu sais, de détente ou de loisirs. Donc, on essaie d'enseigner cela explicitement aux enfants, mais aussi aux adultes pour qu'ils prennent conscience. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Ensuite de ça, ben, il y a les moments d'utilisation. Puis là, je bascule plus dans mon rôle de parent, là. Il y a des moments appropriés, puis il y a des moments moins appropriés pour utiliser ces technologies. Puis moi, je dis toujours à mes gars, quand tu descends l'escalier, puis tu regardes ton cellulaire, il y a problème. Ça se pourrait que tu regardes pas assez bien, puis que tu manques la prochaine marche, là. Fait que c'est l'avantage de notre génération. La télé, elle nous suivait pas dans les escaliers. Eux, leur télé la suit même dans un escalier. Maintenant, dernière catégorie, le Surtout, euh, contenu. Surtout Fred à la grosseur des télés qu'on a aujourd'hui. Il Exactement. fallait qu'on descende les escaliers avec ça. C'est sûr que ça irait pas bien. Je m'excuse de t'avoir coupé dans ton Pas élan. de problème. Toujours dans le débat sur l'équilibre numérique, là. Puis on a fait une infographie à partir des ressources du site pose-ton-écran.com. Là, je tiens à le Et mentionner, là, puis je vais le partager ça aussi dans le suivi de l'atelier d'aujourd'hui. Mais c'est le contenu des écrans. Puis moi, en tant que prof, je donnais toujours l'exemple à mes élèves. Là, à un moment donné, il est arrivé avec un jeu, c'était un gros biscuit. Et le seul but du jeu, c'était de peser le plus de fois possible sur le gros biscuit. Puis le gagnant, c'est celui qui avait cliqué 3 millions de fois à la fin, là. Fait que ça, pour moi, c'est de type calorivide numérique, là. En termes d'activité inutile à faire sur un écran, moi, je le citais toujours à mes élèves, cet exemple-là. Puis bien sûr, il y a des activités qui sont plus dans la catégorie des bienfaits, hein, on en a parlé tout à l'heure avec Madame Généreux, là, la socialisation qu'ils peuvent faire. Il y a pas juste du négatif là-dedans. Donc, mais il y a aussi toutes les activités éducatives à l'école, puis la valeur ajoutée du numérique, prendre des photos, enregistrer sa voix, faire de la vidéo. Ce sont tous des valeurs ajoutées du numérique. Puis ça, c'est au cœur de cet équilibre numérique dont on parle, là. Fait qu'on aborde ça, puis je reviens sur le programme CCQ qui est essentiel. Enfin, on a un document qui s'adresse aux enseignants. Puis oui, on n'a pas tout à fait, comme Charles a mentionné, encore le côté pratique de comment l'aborder en classe, mais au moins on a le document de référence, puis on a des pistes d'action pour développer du matériel pédagogique. Ça fait que ça, c'est un essentiel. Puis, il ne faut pas oublier notre cadre de référence de la compétence numérique, dont le cœur est le citoyen éthique. Et ça, c'est un document de base partout au Québec auquel on doit se référer dans ce qu'on fait. définitivement. Merci Fred et j'ai envie de poursuivre vers Julien. On parle beaucoup de bien-être et je pense qu'effectivement, on doit s'attarder aussi beaucoup au bien-être, aider les jeunes à reconnaître comment ça va. Fait que Julien, comment on peut faire ça efficacement, les éduquer à une citoyenneté éthique à l'ère du numérique? Ben, et je pense que, comme Fred l'a dit, il y a pas mal d'accompagnement qui peut se faire au niveau des élèves et ça se fait par les enseignants en ayant formé en amont les enseignants, mais je ne vais pas continuer dans cette démarche-là. On a pris le pli de se baser également sur l'expérience de l'ensemble des élèves et on a mis en place un système de parrainage depuis quelques années. Et donc, on a des élèves de cinquième secondaire qui sont les parrains d'élèves de première qui arrivent chez nous, ce qui leur permet d'avoir un accompagnateur, une personne privilégiée avec laquelle ils peuvent échanger sur tous les sujets au travers de l'école. Euh,
une des grosses thématiques qu'on veut travailler avec eux, c'est le harcèlement. Et en parallèle, évidemment, de la problématique du harcèlement, on va établir un lien, évidemment, avec les outils numériques. Et donc, au départ du projet, on avait cette grosse question, est-ce qu'on va laisser des outils conversationnels à disposition des étudiants? Grosse crainte parce que la difficulté de pouvoir gérer tout ça. Et je pense que l'école est aussi un lieu d'apprentissage pour pouvoir échanger au travers des écrans. Interdire n'était pas une solution. Des dérives, bien sûr, il y en a, mais elles sont accompagnées et on va éduquer les élèves en fonction de la manière dont ils vont l'utiliser. Et on utilise l'expérience des élèves de cinquième, qui sont les parrains, hein, de nos élèves de première, justement pour favoriser les échanges. Et je pense que c'est tout aussi efficace l'apprentissage par les pairs que Mm. par les enseignants en Oui. tant que tels. Et on a des barrières qui, en tout cas, on a des freins qui peuvent se mettre entre les élèves et les enseignants parfois, ou même avec les parents, qu'on arrive à faire sauter lorsqu'il y a un discours qui se passe entre les jeunes. Et donc, des jeunes qui ont un peu plus d'expérience vont permettre un dialogue qui est peut-être plus optimal et plus concret, où ils travaillent avec les mêmes. Alors, c'est bête, mais ils vont utiliser le même vocable, et rien à faire. On n'est pas, on ne travaille pas avec les réseaux sociaux ou avec les outils de communication de la même manière que des ados. Et donc, entre ados, avec un certain gap d'âge de différence, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc ça, je pense que ça peut être une piste aussi pour beaucoup d'établissements de prendre aussi ou donner des responsabilités à nos futurs adultes, Mm. mais qui sont encore dans le monde de l'école et qui peuvent partager avec les plus jeunes. Définitivement. Moi, je dis souvent, dans le milieu de l'éducation, il y a deux ressources sous-utilisées, les élèves et les parents. Donc là, c'est un bel exemple d'utilisation optimale de vos élèves pour développer une citoyenneté éthique. France Legault, toi, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Mais je pense qu'on a de plus en plus de ressources pour outiller les élèves qu'on a présentement en classe. Toutefois, je pense que c'est important de ne pas oublier ceux qui sont peut-être dans l'ère qui n'ont pas eu accès à toutes ces ressources-là. Quand on pense, par exemple, aux parents, quand on pense aux étudiants, là, notamment à la formation à l'enseignement supérieur, on faut pas les négliger. Des trolls, il y en a partout sur les réseaux sociaux et ça ne veut pas dire que ce ne sont que des ados et que des enfants. Donc, cette trousse-là qui est destinée à cette clientèle-là, je pense qu'on les sensibilise puis qu'on va avoir une meilleure prise de conscience des bons comportements à adopter, mais il ne faudrait pas qu'on oublie ceux qui sont déjà passés. Pendant que vous parliez, notamment, Mélissa, tout à l'heure, là, tu parlais de la conception de ces environnements-là qui font que nos élèves sont vraiment attirés puis que c'est conçu pour les garder captifs. Je suis allée sortir les qualités requises justement des futurs ingénieurs. Ça m'a fait un petit peu sourire parce que justement, cette sensibilité-là, elle est là aussi. La neuvième qualité, c'est de mesurer l'impact du génie sur les sociétés et l'environnement. Donc, il y a aussi un souhait de réfléchir à ce qu'on va concevoir, notamment là, quand on parle de jeux vidéo, d'environnement numérique, là, de voir quel sera l'impact de cette conception-là sur nos sociétés actuelles et futures. Donc, je pense que cette sensibilisation-là qui se fait autant à la formation générale des jeunes auprès de nos élèves, autant des enseignants, on doit aussi la maintenir du côté de l'enseignement supérieur, du côté aussi des parents, puis de l'impliquer de plus en plus aussi à l'intérieur de tous nos cadres de référence de compétences professionnelles, peu importe le métier dans lequel là, on va œuvrer parce que ça devient vraiment un enjeu de société, à mon sens. Désolée. Merci, merci, France. Merci de votre générosité exceptionnelle à avoir échangé avec nous. J'ai envie de faire un dernier tour de table et ensuite on s'en va à Maxime. Là, je vais vous faire forcer le cerveau pour me nommer un mot, max deux, que vous retenez ou que vous avez envie qu'on retienne de l'échange d'aujourd'hui. Je vais commencer avec Charles. Je te fais forcer le cerveau. Un mot. Ah, je pensais que j'avais droit à deux. Ou deux. D'accord, d'accord. Je vais y aller avec un. Ça va être collaboration. Collaboration, ce que j'entends beaucoup. Ben, j'ai-tu le droit de l'expliquer ou? Non, je vais Ah, passer à Mélissa. J'allais te laisser aller, mais je me suis dit, c'est ça, je me suis rendu compte que, OK, collaboration. merci, Mélissa.
Mélange de perspectives. Deux, il comptait pas. Excellent. Fred, Dialogue. Julien. Coéducation. Ah, touché. France. S'écouter. Ah, c'est ce qui rappe les échanges avec nos invités spéciaux. Maxime Pelcha, il y avait du feu, entre autres, beaucoup d'échanges de ressources dans le clavardage. Qu'est-ce qui a marqué ton attention avec les participants ce midi? Absolument. Ben là, le temps file, là, mais il y a vraiment des commentaires que j'ai pris au vol qui sont vraiment intéressants. Là, tu sais, je t'en donne quelques-uns en vrac Vas-y. qui sont liés avec les mots là, que nos invités ont donnés pour leur mot de la fin, justement. Il y avait Richard qui, un petit peu plus tôt, parlait de le temps d'écran remplace d'autres activités qui favorisent un développement équilibré. Fait que tu sais, fait que c'est toujours à prendre en considération. Et puis, un peu dans la même veine, il y a Alain qui disait que l'utilisation récompense ne sous-entend pas seulement jouer avec le numérique, mais surtout fais le travail et ensuite tu auras le droit au numérique, ce qui est évidemment pas ce qu'on souhaite là, finalement, au Oui. final, à développer là, Quel comme morceau attitude. plate, comme s'il y avait moins de valeur Exact. à l'apprentissage, alors que c'est au cœur de ce qu'on a envie qu'il soit l'intérêt et l'excitation. Oui, on va apprendre. Absolument. Puis regarde, j'en ai deux derniers aussi. Il y a Mélanie qui, de façon toute simple mais toute claire, disait modélisons les comportements que nous voulons voir. Moi, évidemment, ça m'interpelle beaucoup. Puis on sait que c'est un défi hein, comme parent. C'est un défi, évidemment, comme professionnel en éducation aussi, là, d'être en mode modélisation tout le temps. Et puis, je terminerai avec Roxane qui ciblait deux enjeux de conseillance pédagogique autour de tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui. Convaincre nos directions générales, directions d'établissement, etc., de l'importance de faire de la place pour tout ce qu'on vient de jaser aujourd'hui. Et deux, hein, l'enjeu du temps disponible pour le faire avec des pratiques efficaces. Fait que là, on revient avec l'importance, puis ça a été noté à quelques reprises, puis moi, ça me touche beaucoup, l'importance de la formation continue de tous les intervenants et intervenantes là, dans le milieu. Puis je pense que c'était vraiment au cœur de tout ce qui a été raconté ce midi. Merci, Maxime, encore une fois, d'avoir été là pour partager les ressources de nos invités, pour questionner, pour prendre en note tout ce qui s'est passé en parallèle à nos échanges avec nos invités spéciaux sur ce grand thème du temps d'écran, interdire ou mieux choisir. En conclusion, j'ai envie de vous inviter, vous avez aimé l'échange avec nos invités, vous avez encore des questions, écrivez à info-écolebranchée.com. Moi, je vais me faire un devoir de partager vos questions à nos invités et de vous revenir avec leurs pistes de solutions, leurs réponses. Prochain rendez-vous table ronde sur l'engagement à la réussite, la clé pour motiver tous les élèves le 2 avril prochain. Et vous souhaitez créer un mouvement vers un usage réfléchi du numérique, bien, l'école branchée a tout ce qu'il vous faut pour alimenter votre réflexion pédagogique puis répondre à vos objectifs. Parce que notre force, rappelez-vous, c'est de mutualiser l'expertise du réseau et ses ressources. Si vous êtes donc directeur, enseignant, leader, conseiller pédagogique, gestionnaire, prenez rendez-vous avec nous. On va se faire un plaisir de vous présenter toutes les ressources, les services qu'on peut vous proposer. Et on va même le faire à travers d'un accès gratuit à nos services pendant une période limitée. Vous pouvez aussi nous écrire à info-écolebranchée.com. On est là pour vous. Merci énormément de votre présence et on se donne rendez-vous le 2 avril prochain sur l'engagement des élèves. Dernier mot, j'ai envie de le dire parce qu'on a parlé beaucoup de plus-value du numérique. On ne l'a pas nommé, mais je sais qu'on l'a gardé en tête. Tous nos élèves qui ont besoin d'outils d'aide technologique, c'est un incontournable pour eux. C'est important qu'on puisse mettre les conditions en place pour qu'ils puissent les utiliser efficacement dans leur quotidien. Merci énormément à tous mes invités. Merci à tous ceux qui y ont participé et je vous souhaite une belle journée.